Bienvenue dans The Clean Tech Podcast, le nouveau podcast dédié aux clean technologies. Le terme clean tech fait référence à tout type d'innovation technologique, technique et industrielle qui contribue à la préservation de l'environnement. Face aux défis climatiques et écologiques toujours grandissants, les clean tech pourraient faire partie des solutions pour répondre aux enjeux de décarbonisation et de préservation des ressources naturelles. On va tenter de vous expliquer pourquoi et comment au travers de ce podcast. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sybille Van den Hove. Sybille a une formation initiale en physique des particules ainsi qu'une thèse en économie écologique. Bonjour Sybille, pourriez-vous s'il vous plaît vous présenter de manière un peu plus ample à nos auditeurs et nos auditrices? Je m'appelle Sybille Van den Hove et au niveau professionnel, je fais plusieurs choses différentes. J'ai passé presque 30 ans, à travailler sur les enjeux de durabilité, d'environnement. J'ai beaucoup travaillé dans la recherche environnementale au niveau européen, notamment sur les questions de climat et de biodiversité. Au jour d'aujourd'hui, je fais moins de recherche et je fais plus de travail, d'une part avec les entreprises. C'est quelque part de l'accompagnement de certaines entreprises dans leur processus de transformation vers plus de durabilité. Je suis administratrice d'une entreprise qui s'appelle IBA et donc au conseil d'IBA, on travaille beaucoup sur les enjeux de durabilité. J'accompagne, les cliniques universitaires Saint-Luc, donc une ASBL, pas une entreprise, mais dans leur stratégie de transformation en durabilité. Donc ce genre d'intervention-là. Je fais encore pas mal de travail dans tout ce qui est interface sciences politiques. J'ai beaucoup travaillé sur ces questions d'interface sciences politiques au niveau européen. Donc je suis encore impliquée dans des questions de stratégie de recherche environnementale européenne et autres. Et je fais des formations, plutôt alors aussi pour des jeunes scientifiques ou pour des scientifiques. Donc c'est un peu ce que je fais aujourd'hui. Merci Sybille pour cette introduction. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je voulais aborder la question de la décroissance. Aujourd'hui, on peut constater qu'il y a un vrai appel à consommer moins. Quelle est votre position par rapport à ce sujet? Alors déjà la décroissance, le problème fondamental, c'est la croissance. C'est-à-dire que si on prend d'un point de vue purement scientifique, on est sur une planète qui est finie, qui a des limites et donc il y a une impossibilité physique d'avoir une croissance qui continue éternellement dans un monde fini. Donc ça, c'est non négociable, c'est comme ça, c'est les lois de la physique. Donc c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on a monté un système économique qui est totalement alimenté par ce mythe d'une croissance, mais cette croissance, elle est quelque part, au détriment du fait qu'on ronge le capital naturel, et donc les fondations même de notre milieu de vie. Donc c'est ça pour moi le problème. C'est pas est-ce que c'est bien ou mal de faire de la décroissance, c'est on peut pas le mythe, la croissance c'est infini, c'est un mythe, c'est une impossibilité, donc qu'est-ce qu'on fait? Comment on réorganise nos systèmes pour, pouvoir vivre dans les limites planétaires et vivre bien dans les limites planétaires? Donc c'est pour ça que j'aime bien l'approche par exemple de quelqu'un comme Kate Raworth qui a développé sa théorie du donut parce qu'elle prend bien compte des limites planétaires sur toutes les différentes dimensions environnementales qui constituent notre milieu de vie, mais aussi les fondements sociaux, sociétaux, humains pour avoir une, entre guillemets, «bonne vie», dans les limites planétaires. Pour en revenir, à votre formation, donc vous avez étudié la physique des particules. De ce fait, vous en connaissez un petit peu sur la physique nucléaire. Je voulais du coup vous demander quelle était votre position par rapport au nucléaire, par rapport, à l'énergie nucléaire? Alors, je ne suis pas une scientifique spécialisée dans le nucléaire. J'ai fait des études de physique, des particules, donc on apprend un peu de physique nucléaire évidemment. Mais je ne me considère pas du tout comme une experte ou une spécialiste du nucléaire. Par contre, ça fait très, très longtemps qu'en tant que citoyenne, informée, j'essaye de m'informer et m'éclairer sur les enjeux du nucléaire. En fait, l'autre jour, je parlais avec, à un événement du MR et donc évidemment, on est arrivé sur le nucléaire et je leur ai dit pourquoi je trouvais que c'était pas une très bonne idée, le nucléaire. C'est un euphémisme mais à la fin de la réunion, je leur ai quand même dit une chose qui est importante. Je leur ai dit: «Vous savez, j'aimerais bien être pro-nucléaire».
Ça m'arrangerait vraiment d'être pro-nucléaire. Ça m'arrangerait vraiment de croire qu'on a une énergie clean, pas chère, sûre, abondante et qu'il suffit de. Mais en fait, plus je regarde les enjeux de l'énergie nucléaire, moins je suis convaincue. Donc voilà mon point de vue. Alors on peut ça va prendre un peu de temps si je vous dis toutes les raisons pour lesquelles, je pense que c'est pas une bonne idée. Mais je pense qu'une énergie l'énergie nucléaire, elle a pas grand-chose pour elle, à part le fait qu'elle est relativement décarbonée. Elle a beaucoup de défauts. Elle est extrêmement chère et il faut bien se rendre compte que, quand on vous parle de coût du nucléaire et qu'on vous donne l'impression que c'est pas cher, c'est parce qu'on on omet de mettre toute une série de coûts dans l'addition. Elle est extrêmement dangereuse, heu, on a des problèmes d'accidents, on en a eu plusieurs en Tchernobyl, Fukushima, Three Mile Island et d'autres en URSS. On a des risques, heu, terroristes sur les installations nucléaires. Elle est ultra centralisée. Elle demande un État fort, un État policier, un État en paix. Et alors on peut se poser la question, c'est vraiment une question intéressante. Des centrales nucléaires, durée de vie 50, 60 ans, ça fait pas tellement longtemps qu'on a 60 ans de paix en Europe et on peut même plus dire ça en 2022, 2023. Hem, Qu'est-ce qui nous fait croire que dans un continent qui a été ravagé par les guerres tout au long de l'histoire, on peut relancer des programmes nucléaires monstrueux et que ça va être calme et que donc ces centrales seront protégées? Quand les Russes et les Ukrainiens se sont battus autour de Zaporijia, les opérateurs de la centrale, ils ont appelé leur chef en disant: «Qu'est-ce qu'on fait chef? C'est pas dans le manuel, les bombardements». Donc moi ça me paraît investir dans des technologies qui demandent des États riches, policiers et en paix, ça me paraît complètement, du wishful thinking pour parler en mauvais français. Après on peut continuer la liste, hein. On n'a pas de solution pour les déchets et c'est quand même des trucs qu'on lègue, alors on fait des provisions financières que tout le monde dès qu'on regarde un peu, on se rend compte qu'elles sont pas suffisantes. On a un problème quand même d'approvisionnement en uranium qui ne vient pas nécessairement de zones, super, non conflictuelles de la planète. De toute façon, les zones non conflictuelles, elles ont tendance à varier et puis il y a tout un lien quand même du nucléaire avec le nucléaire militaire qui est un lien historique qui est absolument fondamental et dont on ne parle plus. Donc ce que je regarde les enjeux économiques, les enjeux de sécurité, les enjeux environnementaux, les enjeux d'organisation de société et puis moi j'ai été traîner mes bottes, à Fukushima et à Tchernobyl et ça m'a encore plus convaincue que, bien sûr, il y a jamais d'accident nucléaire, mais quand il y en a. Du coup, si on n'opte pas pour cette solution du nucléaire, quelles sont les autres solutions possibles? Alors pareil, je suis pas une spécialiste absolue de l'énergie, mais il y a 2 choses. D'une part, cette espèce de gabegie d'usage de l'énergie complètement délirant qu'on a vécu depuis quelques décennies, il faut se rendre compte que et là Jancovici a raison, on va pas continuer comme ça. Avec ou sans nucléaire, on va avoir sérieusement besoin de revoir notre relation à l'énergie et notre consommation d'énergie. Donc là, c'est un fait. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on est tellement peu efficace dans notre usage énergétique. Sur certains aspects, il y en a d'autres, il y a certaines industries qui sont déjà devenues super efficaces et elles vont avoir du mal à faire plus d'économies, mais il y a quand même des gisements d'économies d'énergie monstrueux et on devra aussi faire des efforts, c'est-à-dire que ça ne suffira pas. Il faudra, heu, à mon sens, lâcher une partie de ce qu'on appelle notre confort et qui parfois n'est pas du confort, c'est simplement de la consommation à tout crin pour nourrir une espèce de croissance mythique. Donc là, clairement, il va y avoir, des efforts monstrueux à faire. En termes de solutions sur le système énergétique, moi je crois à un système ultra diversifié et relativement décentralisé, de façon à pouvoir utiliser il y aura pas une solution, il y aura beaucoup de solutions combinées et pour revenir au nucléaire, si on avait mis autant d'argent dans la recherche d'alternatives
pour avoir, des solutions aux questions d'intermittentes, pour avoir des énergies, plus clean et cetera, si on avait mis autant d'argent qu'on a mis dans le nucléaire depuis, 60 ans, on ne serait pas là où on en est aujourd'hui. Maintenant, le nucléaire, c'était lié à la question des armes nucléaires aussi, donc on mettait l'argent dans le nucléaire parce qu'on voulait des bombes atomiques. C'est une réalité. Je vous conseille le merveilleux bouquin de Kate Brown, historienne du MIT, donc c'est pas vraiment quelqu'un de Greenpeace, hein, c'est une prof d'histoire au MIT aux États-Unis, histoire des technologies. Il faut absolument lire son livre qui s'appelle, Manual for Survival, A Chernobyl Guide to the Future, et elle montre bien les liens historiques entre le nucléaire militaire et le nucléaire civil et tous les enjeux de l'accident de Tchernobyl et du fait qu'on en est aujourd'hui à dire que cet accident n'a tué que 34 personnes et n'a fait que 6 000 cancers de la thyroïde facilement soignables, ce qui est absolument, heu, pas la réalité qu'elle montre dans son livre. Si on avait mis autant d'argent, si on mettait autant d'argent sur le développement technologique d'un système énergétique diversifié, varié et cetera, on serait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Oui, alors pour rebondir sur ce que vous venez de mentionner, donc on aurait pu investir dans d'autres, solutions autres que le nucléaire. Que pensez-vous à ce titre des clean technologies, donc des technologies propres et du fait qu'il y a un regain d'intérêt envers ces technologies, aujourd'hui? Alors les clean tech, c'est trop vaste, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc je pense que, moi je peux pas parler de clean tech parce que, c'est quoi une clean tech? Si une clean tech, c'est une technologie qui vise à proposer une solution pour résoudre un problème, environnemental ou réduire l'impact environnemental d'une activité humaine, bon voilà, disons que c'est à peu près ça une clean tech dans ma tête. Hem, pour moi les technologies, hem c'est intéressant de chaque fois qu'on pense à une technologie et donc quand vous pensez à vos clean tech, de les contextualiser. De dire: «OK, qu'est qu'est-ce qu'on essaye d'apporter au monde? Quelle solution à quel problème on propose? Quelle solution à quel besoin humain on amène?» Ça, c'est pour moi, c'est ça la technologie, c'est OK, quel est l'intérêt de ce truc? Par exemple, vous allez me dire: «Les nanotech, bien ou mal?» Les nanotechnologies, il y a tout, il y a à boire et à manger. Quand on me dit: «On fait des chaussettes avec des nanoparticules dedans qu'on ne doit pas laver pendant 6 jours et elles ne sentent pas mauvais», je dis: «Waouh, quelle avancée pour l'humanité!» mais c'est catastrophique. C'est-à-dire que non, non, enfin l'usage de la chaussette, qu'on ne doit pas laver, peut-être pour un gars qui part sur la station Mir, j'en sais rien. Mais globalement, quand je me dis: «Mais ce truc, ça va finir dans l'environnement et on ne sait pas quelles, les nanoparticules qui sont dans la vieille chaussette, on ne sait pas du tout, comment elles vont se dégrader dans l'environnement et comment elles vont», donc c'est un exemple, il est caricatural, mais ça existe, hein, je ne l'ai pas inventé. Donc quand on pense technologie, pour moi, c'est d'abord: «OK, quel est le problème? Qu'est-ce qu'on essaie de résoudre?» Première question. Est-ce que c'est on crée un nouveau besoin pour créer une croissance de consommation qui n'apporte pas grand-chose à aux besoins du monde? Ou est-ce qu'on crée vraiment un truc intéressant qui va aller dans le sens de ce que la société considère comme bon et on peut en discuter encore, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon? Et puis quand on a ça aussi se dire: «OK, on va un peu élargir notre regard sur cette technologie pour essayer, autant que faire se peut, d'éviter les mauvaises surprises». Donc on est tellement motivé en tant qu'être humain à trouver des solutions à des problèmes qu'on va dire: «Ouais, ça va être la solution» et puis on va se rendre compte que, bah, peut-être certaines de ces solutions vont avoir des effets pervers, inattendus. Alors on peut pas toujours les anticiper parce qu'on peut pas on peut pas tout connaître d'une technologie, mais on peut quand même réfléchir à ne pas se mettre dans des systèmes d'irréversibilité. C'est-à-dire que déployer une technologie à très, très grande échelle, alors qu'il y a un risque qu'il y ait des effets pervers puissants, mauvaise idée. Et qu'entendez-vous par, système d'irréversibilité? L'irréversibilité, c'est intéressant parce que si vous pensez au geoengineering, la géoingénierie, donc c'est-à-dire en fait de pour moi donc c'est l'idée par exemple, on va fertiliser les océans avec du fer et comme ça le plancton va absorber plus de carbone. Mais à l'échelle où on va mettre des aérosols dans l'atmosphère, comme ça, on va éviter qu'on ait autant de rayonnement solaire qui viennent, et donc on va
aller à l'encontre du réchauffement climatique. Mais ça, pour moi, c'est de la folie furieuse. C'est-à-dire qu'on va faire une expérience à l'échelle de la planète, une expérience au sens scientifique du terme, on va tester un truc avec la seule planète qu'on ait. Donc voilà, vous dites: «Voilà, j'ai une planète et bah, j'en fais un grand labo géant et je fais une expérience et je vois ce que ça donne. Ah zut, si ça marche pas». Et donc là, pour moi, on est en train de lâcher sur des systèmes à grande échelle et après on peut plus revenir en arrière. Chez moi, il y a toujours la question de l'irréversibilité, c'est vraiment un petit drapeau quand même, hein, quelque chose qui m'aide à m'orienter. Par exemple, quand on me dit: «Quels sont les problèmes environnementaux les plus graves?», je vais d'abord pointer sur les plus irréversibles. Quelque chose qui change le climat définitivement et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que le climat, il y a très peu de chances qu'il revienne même si on arrête d'émettre et il y a très peu de chances qu'il revienne au type d'état dans lequel il était en 1850. Il va aller quelque part, il va aller le système climatique sera quelque part, mais pas il va pas retourner en arrière, c'est pas réversible. Quand vous faites une contamination nucléaire du style Tchernobyl, c'est réversible sur des très, très longues durées, mais vous allez avoir une influence sur les écosystèmes et cetera qui sont quasi irréversibles à l'échelle des vies humaines. Quand vous changez le code génétique, d'organismes et puis que vous relâchez ça dans la nature, c'est irréversible. Une fois que le maïs génétiquement modifié se mélange avec le maïs sauvage, vous ne pouvez pas retourner en arrière et revenir à des souches de maïs sauvage. Donc là, vous avez fait de l'irréversible. La couche d'ozone, réversible. C'est-à-dire que vous arrêtez d'envoyer des CFC dans l'atmosphère et elle se reconstruit. Donc ça, c'est un chouette problème d'environnement. Maintenant, pour revenir à la question des technologies, qui ne sont pas le geoengineering, oui, mais à partir du moment où on garde dans l'esprit que c'est intéressant avant de déployer une technologie à grande échelle, d'être très sérieux sur la façon dont on la teste et d'avoir une réflexion a priori sur les enjeux, sur les risques, qu'elle peut poser, heu, là, on est dans une réflexion intelligente sur les technologies. Et donc, si on part du principe qu'il y a donc une réflexion intelligente autour du développement de ces technologies, est-ce que vous pensez qu'elles vont pouvoir nous aider à adresser les nombreux défis auxquels on va devoir faire face? Absolument, mais pas que. C'est-à-dire que oui, la technologie a un rôle essentiel. Des technologies, pas toutes, ont déjà aujourd'hui et vont avoir dans le futur un rôle essentiel dans la transformation du monde vers plus de durabilité. Mais et il y a toujours un mais, il faut faire extrêmement attention de ne pas tomber dans l'optimisme technologique. C'est-à-dire que pour moi, la technologie ne peut pas tout résoudre et l'optimisme technologique, c'est une façon qu'ont les gens qui sont dans cet état d'esprit, de se dire: «Je ne dois rien changer parce que finalement, la technologie va arriver comme un deus ex machina à la fin d'une pièce de théâtre et va magiquement résoudre le problème». Et ça, c'est un peu la même le parfois je me dis que c'est psychologique. C'est-à-dire que je me dis: les gens qui sont hyper convaincus par le nucléaire ou que les technologies vont venir nous sauver, et c'est très fort, en Amérique du Nord, hein, il y a un optimisme technologique délirant qui fait que finalement il ne faut pas s'inquiéter parce que l'humain est tellement intelligent et Dieu a rendu l'humain tellement intelligent qu'on va trouver des solutions à tous nos problèmes. Ça ne tient pas compte de questions d'irréversibilité, qui sont de nouveau pas quelque chose que l'humain décide, c'est des lois biogéophysiques. OK? Ça, c'est pas on n'a pas de contrôle là-dessus. Et 2, ce que je vois là, c'est que c'est des gens qui doivent être extrêmement anxieux et se dire ça doit être hyper rassurant quoi, de se dire: «Finalement tout va bien parce que la technologie va nous sauver». Heu, c'est comme le nucléaire. Quand je disais: «J'aimerais bien être pro-nucléaire», c'est ça, ça doit être vachement rassurant de se dire: «Je peux continuer à consommer, comme je le fais parce que la technologie va nous sauver». Ça donne, un faux sentiment de sécurité. Tout va bien. Tout va bien, il ne faut pas s'inquiéter, on est intelligent, on trouvera des solutions pour tout et donc on change rien. C'est-à-dire qu'on va vraiment devoir se poser des questions. Technologie, pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut? Et là, c'est vraiment des questions de la bonne vie, hein, parce qu'on vient vraiment au plus profond de l'être humain et de sa philosophie et
il y a pas qu'une réponse, hein, ça va dépendre des valeurs mais en tant que société, il faut qu'on puisse se mettre autour de la table et dire: «OK, c'est quoi en tant que société nos valeurs? À quoi on croit? Et qu'est-ce qu'on veut pas lâcher et qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher?» Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, donc par rapport au nucléaire et donc à cet optimisme technologique, on a pu lire dans la presse récemment qu'il y avait eu de grandes avancées dans le domaine de la fusion nucléaire. Donc c'est vrai que jusqu'ici, on a parlé de la fission. Qu'en pensez-vous de ces annonces et aussi du fait que cette, source d'énergie est annoncée comme quasi illimitée et propre? Écoutez, j'ai étudié la physique nucléaire et des particules. Quand je suis sortie en 88, on nous disait: «La fusion, c'est pour dans 30 ans». J'ai rencontré un physicien très brillant, suédois, qui avait 15 ans de plus que moi et quand il est sorti de ses études de physique, il m'a dit: «Moi, on m'avait dit que c'était pour dans 30 ans et aujourd'hui, on vous dit que la fusion, c'est pour dans 50 ans». Donc la fusion, c'est bien gentil, mais on n'en est nulle part. Le problème énergétique qu'on a, c'est aujourd'hui. C'est demain matin, c'était hier, ça fait depuis le premier rapport du GIEC, en 90 qu'on dit: «Attendez les gars, il faut avancer». On n'a pas fait grand-chose. Hem, la fusion, il faut arrêter. C'est de nouveau et là, quand il y a eu cette espèce de délire, dans la presse il y a quelques semaines, heu, sur la fusion, moi j'avais envie je ne savais pas si rire ou pleurer parce que j'ai pensé à mon physicien suédois et je me suis dit: «Bon, ben, voilà, oui, oui, bah, maintenant ils disent même plus 30 ans, ils disent 40 ou 50 selon et puis le lien, il est de nouveau, le lien avec le militaire, il est là aussi, hein, sur ce projet-là. Si vous grattez un peu. Donc certes, c'est sûr que nous n'y sommes pas encore et que l'horizon semble encore lointain, mais si c'est pour obtenir une source d'énergie illimitée, est-ce que ça n'en vaut pas la peine? Bah, alors énergie illimitée, ça existe pas. Heu, il y a t même si la fusion marchait, il y a quand même des problèmes de déchets. Il y a moins de problèmes de déchets, mais il y a quand même des problèmes de déchets et puis, il faut bien se rendre compte que chaque fois qu'on fabrique un système qui fabrique de enfin, qui capte l'énergie, c'est des matériaux et ça, Jean Covici le montre bien. C'est pour fabriquer un panneau solaire, il faut de l'énergie et cette énergie, d'où elle vient? On n'est pas encore à fabriquer des panneaux solaires avec de l'énergie solaire ou pas encore assez et donc énergie limitée, non, énergie limitée, ce serait, capturer l'énergie du soleil, arriver à la transformer avec très, très peu de matériaux, enfin bon. Donc de nouveau, c'est vrai que ça donne une illusion de sécurité. Moi, je pense on est un peu à un tournant du match là et soit on va se mettre à bouger beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite et à transformer beaucoup plus vite nos sociétés, nos modes de faire, nos modes de produire, nos modes de consommer, nos modes d'être, nos modes de communiquer, tout le marketing et cetera. Un problème enfin, on peut en parler, le la pub, c'est un problème absolument fondamental. Soit ça va nous rattraper et ce sera beaucoup moins sympathique. Ce sera déjà pas très sympathique de devoir faire de la sobriété volontaire, mais la sobriété forcée, heu, on ne le souhaite à personne. Justement, en parlant de sobriété, pour ne prendre que l'exemple de la Belgique, elle est en train de réfléchir à prendre des mesures pour éviter une sobriété forcée et une des pistes, c'est notamment la prolongation de 2 réacteurs nucléaires. Qu'en pensez-vous? Je pense que s'il s'agit juste de la prolongation de ces 2 réacteurs-là pour quelques années, en s'assurant qu'il y ait quand même, un travail, sérieux des autorités de sûreté nucléaire, bon voilà, pourquoi pas. Sur le nucléaire, il y a vraiment toute une histoire de choix et de non-choix. Je dis qu'une fois qu'on est dans le nucléaire, même si on décide d'arrêter les réacteurs, ce qui, à mon sens, serait une bonne chose, pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, on va devoir gérer la fin de vie du nucléaire. C'est-à-dire, on va devoir gérer ses déchets, on va devoir gérer le démantèlement et c'est pas anodin du tout. Ce qui me fait peur aussi avec le nucléaire, c'est qu'on va continuer à investir des sommes monstrueuses dans un truc dont on sait que au mieux, si tout allait bien, c'est comme la question avec les petites centrales et cetera, si tout allait bien, elles seront pas disponibles avant 15-20.
C'est comme quand la France annonce qu'ils vont faire, 6 ou 15 EPR, alors qu'on voit que l'EPR de Flamanville n'avance pas, que l'EPR finlandais, il a coûté X fois son prix et il a eu des délais, donc ça résout pas du tout notre problème immédiat. Donc ça, c'est une chose. Sur les autres énergies, dans mon monde peut-être naïf et idéal, on mettrait le paquet sur le développement, heu, d'une grande diversité de techniques de production, de stockage, d'usage et d'efficacité énergétique, toutes ces différentes dimensions du système énergétique. On met le paquet là-dessus et on met le paquet sur, notre relation à l'énergie. Donc diversité, sobriété et mettre l'argent, investir dans nos sociétés modernes industrialisées, chaque fois qu'on consomme quelque chose, chaque fois qu'on pose un acte, enfin c'est et ça, c'est le truc que Jean-Claude Vissy dit bien, tout ce qui est autour de nous, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie qu'il a fallu, d'une façon ou d'une autre, trouver quelque part. Alors qu'ici, nous sommes en train de parler de solutions, lorsqu'on regarde ce que dit la communauté scientifique, c'est assez interpellant, vu qu'apparemment on se dirigerait vers une catastrophe climatique et qu'au lieu de diminuer les émissions mondiales de 45%, on se dirigerait plutôt vers une augmentation de 14% des émissions. Qu'est-ce qu'on attend? Je sais pas ce qu'on attend. Je sais pas parce que ça fait longtemps que les scientifiques essayent d'alerter, que ce soit le Club de Rome, les premiers rapports du GIEC, le deuxième rapport du GIEC, le 3 et cetera et cetera et cetera. Il y a d'autres enjeux monstrueux qui sont aussi, parce que oui, je voudrais quand même dire une chose, c'est il faut bien se rendre compte que les enjeux de durabilité, ce ne sont pas que des enjeux environnementaux. Les enjeux environnementaux, ce n'est pas que le climat. Le climat, ce n'est pas que le CO2. Le CO2, ce n'est pas que l'énergie. Et donc cette réduction qu'on a, durabilité égale énergie, il faut sortir de là. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la biodiversité. Les enjeux sur les écosystèmes de la biodiversité sont monstrueux et il y a des feedbacks entre, enfin des liens, hem, croisés entre déstabilisation du climat et perte de la biodiversité, que ce soit destruction des écosystèmes, perte des gènes, des espèces et cetera. Et puis il y a tous les autres enjeux de pollution, de contamination et cetera qui sont très importants. Donc ça, c'est important de le dire, attention. Et ça, c'est juste l'environnement et en plus dans la durabilité, il y a tous les aspects sociaux et économiques dont il ne faut pas, heu, qu'il faut pas perdre de vue et qui sont assez bien représentés dans l'idée des objectifs de développement durable ou dans des réflexions à la Kate Raworth sur le donut et cetera. Mais on fait cette réduction-là. Alors pourquoi on fait rien? D'abord, ce que je disais, on fait pas rien, mais on fait clairement pas assez et il y a plein d'explications. Il y a l'explication sur l'humain qui n'agit que quand, la crise est totalement, à sa porte. Il y a l'explication sur les intérêts particuliers qui sont trop riches, trop qui ont trop à perdre, si dans l'action. Il y a les ce que je disais, les verrous technologiques. On s'est complètement bloqué dans un système, basé sur les énergies fossiles. Il y a des explications géopolitiques, il y a des explications il y a pas une explication simple, hem et puis ça fait mal et on préfère tous se dire, on espère tous dans un coin de notre tête que la technologie nous sauvera et qu'il y a pas vraiment de problème. C'est mais vous dire pourquoi on n'en fait pas assez, il y a toutes ces raisons, il y en a plein d'autres. Et jusqu'à présent, c'est le problème des enjeux environnementaux, c'est que tant qu'ils sont pas vraiment palpables, on peut les ignorer et donc le climat, ça fait peu de temps qu'on peut vraiment palper les conséquences du changement climatique et les attribuer. Parce que toute la question, c'était avant, le climat a toujours eu des hauts et des bas et cetera, mais beaucoup moins fréquents et beaucoup moins forts que ce qu'on vit depuis quelques décennies et du coup, il y avait pas cette possibilité de dire: Ça vient de l'impact des énergies fossiles et des actions humaines».
aujourd'hui, là, avec ce qui se passe partout, que ce soit même aujourd'hui, ce soir en Californie, ce qui va s'annoncer cette année, avec la avec El Niño qui revient et cetera. C'est difficile, de nier, donc il y a plus grand monde qui nie, mais on a passé des décennies à nier. On avait c'est pas du climato-sceptisme, hein, on était dans le climato-négationnisme. Pareil, ça c'est un mot que j'aime pas, les climato-sceptiques, parce que la science, elle se construit sur le scepticisme et le doute. Le doute, c'est bien en science. On doute et c'est comme ça qu'on améliore nos théories. Donc le problème, c'est pas d'être climato-sceptique, c'est d'être négationniste, c'est-à-dire nier l'évidence. Heu, Pourquoi on n'agit pas plus? Parce qu'on est trop confortable. On souffre pas peut-être pas assez encore. Et pour conclure ce podcast, j'ai une dernière question. Selon vous, de qui doit venir l'action? De tout le monde, de tout le monde, tout le monde. Il y a pas on peut pas remettre toute la responsabilité sur les politiques, d'autant plus qu'on les élit nous. Alors s'ils font du mauvais boulot, c'est qu'on les a mal choisis. Pas sur les consommateurs, uniquement, même s'ils ont un rôle fondamental. Pas que sur les publicitaires qui manipulent les consommateurs big time, pas que sur les entreprises qui pourraient faire mieux, pas que non, tout le monde. Là, c'est un système complexe et il y a des points d'entrée multiples pour essayer de faire bouger le système et on doit sortir des dichotomies, ça ou ça va être souvent ça et sortir des personne n'a la vision parfaite de ce qu'il est bon de faire. On sait toute une série de choses qu'il faudrait abandonner, ça c'est clair, mais le reste, ça va être des essais, des erreurs, de l'adaptabilité, de la flexibilité, de l'humilité, de la curiosité et quand même une certaine énergie et une certaine joie parce que, heu, sinon on va tous se suicider donc il faut faire ça avec une certaine joie de se dire: «Bah, je 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 fais ma part, je contribue, j'essaye d'avancer, je vais faire des erreurs mais c'est pas grave, je vais continuer à avancer». Voilà. Et voilà qui marque la fin du premier épisode de ce podcast. Je tenais encore à remercier Sybille Vandenove pour son temps et pour nous avoir partagé son savoir ainsi que sa vision. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. À très bientôt!